Bonjour à tous, sommes le mardi 10 février. Aujourd'hui, nous faisons une ouverture du journal sur le Stade Rennais. Est-ce que Francaise est la solution pour relancer le projet breton? Si vous avez regardé la vidéo d'analyse hier qui s'attardait sur Habib Beye, vous avez une partie de mon avis, mais ici on va s'intéresser spécifiquement au profil de Francaise. On parlera également de Laporta du côté du FC Barcelone et en fait on en profitera pour faire un petit peu son bilan. On évoquera la situation et l'avenir de Paulo Dybala. On reviendra sur les audiences de Ligue 1+ et du classique, ce que ça peut vouloir dire pour l'avenir. Et puis on fera un petit bilan de la situation actuelle d'Akliouche, parce que finalement j'ai pas débriefé le match de l'AS Monaco face à l'OGC Nice, mais il y a eu à nouveau une prestation un petit peu frustrante de la part du français et je me suis dit que c'était une belle occasion de revenir un peu sur tout ça. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Pitié que Francaise reprenne le banc du Stade Rennais, parce que quand tu vois les autres noms, tu as peur. T'as par exemple Patrick Vieira. Alors je sais pas ce que vous pensez de Vieira, mais honnêtement, du côté de Nice, c'était minable. Du côté de Strasbourg, c'était minable. À l'étranger, je l'ai moins suivi, mais j'ai pas l'impression qu'il ait convaincu tout le monde. C'était chiant en termes de jeu, c'était mitigé en termes de résultats. On a également Laurent Blanc qui est évoqué par le journal L'Équipe. Alors c'est bien gentil, je sais que du côté du Stade Rennais, on aime bien avoir de l'entraîneur français, mais il serait peut-être temps de laisser Lolo White de son côté. On va avoir Digard qui est un entraîneur que j'apprécie, mais qu'est-ce que Digard aurait de plus que Francaise? Pas grand chose. Alors on a d'autres noms qui sont pour le coup un petit peu plus intéressants. On va avoir du Will Steele, on va avoir du jeu, mais finalement pour moi, Francaise, c'est le nom parfait. C'est un mec qui connaît déjà la Ligue 1. Et quand je dis ça, je parle pas d'une expérience qui date de 10 ans. C'est qu'il était à Nice, il était à Lens, il y a de ça très peu de temps. Ensuite, c'est quelqu'un qui est déjà passé par la maison rennaise. Alors pour le coup, ça date d'une éternité. Il avait été coach des U17, mais tout de même, il a déjà fait ses pas dans ce club. Et puis surtout, Francaise, c'est un entraîneur de qualité. Alors je sais que sa cote a descendu suite à son expérience infructueuse du côté de Nice, mais finalement, c'est un mec qui avait fait de très bonnes choses du côté de Lens et honnêtement le projet niçois est tellement bourbier que j'aurais du mal à dire que c'est lui le principal responsable. Donc pour moi c'est vraiment un mec qui coche toutes les cases, mais le sujet c'est est-ce que à lui seul il peut relancer le projet du Stade Rennais? Pour moi non, il y a des vraies questions autour de l'échec récent que connaît le club sur la direction sportive, sur même la direction dans son ensemble du club. Il y a quand même des mercatos qui n'ont pas forcément été exemplaires, il y a quand même un effectif qui compte beaucoup de joueurs de qualité mais qui est un peu déséquilibré. Alors évidemment un mec comme Francaise va faire du bien, mais si on veut vraiment voir le Stade Rennais atteindre son plein potentiel, il va quand même falloir bouger un petit peu plus que l'entraîneur, surtout si cet entraîneur ne vient pas en tant que manager, mais simplement en tant que tacticien et responsable des performances de l'équipe première. C'est toujours la même chose à Rennes, ça manque pas d'argent, mais alors sur comment l'investir, c'est pas toujours les bons choix qui sont faits. Qu'est-ce qu'on retient du bilan de Laporta? Parce qu'il est venu le temps de faire le bilan de Laporta, il a récemment démissionné, alors il ne part pas du FC Barcelone, il a tout simplement démissionné pour se présenter à sa propre succession. Ça aura lieu le 15 mars, il sera opposé notamment à Victor Font, mais on va être honnête, c'est bel et bien Laporta qui est favori à sa propre succession. Alors Laporta, c'est quand même un mec où j'ai une image qui me revient en tête de façon récurrente quand je pense à son bilan, c'est toute la communication autour des leviers financier. C'était devenu un véritable gag. T'avais une news comme quoi le Barça était dans la galère financière, t'avais une news comme quoi Laporta avait un nouveau levier financier en tête et souvent ça se résumait à céder un actif du club qui est précieux et donc vendre un peu les joyaux de la couronne. Sauf que voilà, il a quand même réussi à redresser économiquement le club et j'ai du mal à me dire que Laporta n'était pas tributaire du bilan de Bartomeu et que pour redresser les comptes, il fallait faire des sacrifices. Mais en attendant, aujourd'hui, le Barça, même si tu as toujours au cours des étés des questions d'enregistrement, le fair play financier de la Liga est très ferme, donc c'est parfois un peu galère, ça a quand même l'air d'être un club qui a une masse salariale un peu plus rationnelle. C'est fini les dossiers foireux à la Coutinho, à la Griezmann ou même à la Ousmane Dembélé avant son réveil. Aujourd'hui, tu as des joueurs qui sont payés à la hauteur de ce qu'ils valent. Tu peux toujours trouver quelques petites anomalies, mais c'est le cas dans n'importe quel club de foot. Je trouve également que le Barça, c'est un club qui s'est bien redressé. Tu as eu une
petite période faible sous Bartomeu où tu avais certains supporters qui commençaient même à s'inquiéter de connaître le même destin que le Milan, qui a été très brillant à une époque en Italie et qui a eu un vrai passage à vide. Bon ben aujourd'hui le Barça peut le dire, ils sont de retour au top européen, ils ont finalement pas connu de grands déclassements et surtout le tout en gardant leur identité. T'as toujours des jeunes joueurs talentueux qui sortent de la Masia, t'as toujours une identité de jeu qui est extrêmement bien marquée, qui est séduisante, qui est conforme avec l'idéal que tu te fais du Barça. Donc là-dessus, j'ai envie de dire bravo. Alors il y a eu nombre au tableau, c'est le départ de Lionel Messi au début du bilan de Laporta, d'autant plus que ce dernier avait fait la promesse qu'il arriverait à faire prolonger Messi. Mais faut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si tu le vois à moitié plein, tu peux te dire qu'il a réussi à gérer l'après-Messi, ce qui n'était pas évident. En tout cas, Laporta risque bel et bien d'être à nouveau réélu, si vous voulez mon avis. Quel avenir pour Paulo Dybala? En tout cas pas la richesse à la Roma, étant donné qu'on lui propose une prolongation, mais avec un salaire plus de divisé par 2. Il passerait de 8,5 millions d'euros à 4 millions d'euros par saison selon les rumeurs. À peine de quoi vivre, vous allez me dire, je pense qu'on va le voir à la soupe populaire. Bon, plus sérieusement, la situation de Dybala, elle est extrêmement intéressante, puisque vous le voyez sur sa petite fiche, il est en fin de contrat au cours de l'été 2026. Il a déjà 32 ans, et oui, ce n'est plus la jeune pépite de l'Argentine qu'on voyait à une époque, c'est désormais un joueur sur la fin, et d'ailleurs sa valorisation aujourd'hui n'est plus qu'à 5 millions d'euros. C'est une dinguerie quand on repense à son prime, mais ça s'explique de manière plutôt logique. C'est un joueur qui désormais est âgé, qui désormais est en fin de contrat, mais en plus de ça, cette saison, ça donne pas entière satisfaction. Vous voyez son temps de jeu, il est souvent sur le banc, il est souvent blessé, il est souvent sur le retour, il y a peu de buts, alors ça reste un joueur incroyable dans le jeu, une pépite vraiment, le genre de mec qui te fait allumer ta télévision ou aller au stade, mais il est relativement inconstant. Le sujet, c'est évidemment cette succession de petites blessures. Alors, il n'y en a pas une qui le condamne à une saison blanche, mais finalement, Dybala, c'est un mec qui change l'ADN de ton équipe. Donc, quand tu peux compter sur lui seulement un match sur 2, c'est un petit peu difficile d'en tirer le plein potentiel. Donc, je peux comprendre la décision de la Roma de lui proposer une prolongation à la baisse. Évidemment, les montants sont à prendre avec des pincettes. La presse italienne est très bavarde, même quand ils n'ont pas des infos qui sont béton. Mais en tout cas, je suis pressé de voir quel va être son avenir. Est-ce que ce sera aller dans un championnat exotique? Est-ce que ce sera retourner dans son club formateur? Est-ce que ce sera rester en Serie A? En tout cas, il a encore beaucoup à offrir pour le football, même si évidemment la situation n'est pas simple. Est-ce que vous êtes du genre à plutôt voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Parce que concernant les audiences du classique sur Ligue 1+, c'est un petit peu la problématique face à laquelle on est confronté. La Ligue a communiqué de façon grandiloquente sur le fait que c'était la deuxième meilleure audience de la saison, 1,1 million de spectateurs en moyenne, c'est vraiment pas mal. Il faut garder en tête que c'est une chaîne payante, donc évidemment n'allez pas comparer ça à des matchs diffusés en clair, et ça représente quasiment la totalité des abonnés de Ligue 1+, donc on se rend compte que le classique intéresse toujours autant. Ça, c'est la partie à moitié plein du verre. Mais si on le voit à moitié vide, la deuxième meilleure audience? Eh bien oui, parce que la meilleure audience, c'était le match aller du classique déjà, où ça a fait 1,2 million de téléspectateurs, donc légèrement supérieur, mais finalement c'est pas bon signe dans la dynamique globale de la chaîne. Alors évidemment, c'est qu'une affiche, il faut pas tirer des conclusions définitives. Par exemple, je me dis que quand tu analyses l'audience, le pic a été atteint au moment du deuxième but d'Ousmane Dembélé, il me semble. Tu peux dire que les Marseillais ont commencé à décrocher, ont commencé à éteindre leur télévision, mais tout de même, on rappelle que Ligue 1+, pour que ce soit viable, ça a besoin d'aller chercher encore beaucoup plus d'abonnés. Il faut faire croître ta base installée. C'est notamment pour ça qu'ils essaient de récupérer les droits de la Coupe du Monde. Et si ton affiche phare, parce que c'est l'affiche phare du championnat français en termes d'audience, diminue en termes de spectateurs au cours de la saison, c'est pas une nouvelle très positive. Oubliez la hype à Kliouche, il est finito depuis qu'il a débarqué en équipe de France. Dire que l'AS Monaco en demandait 70 millions d'euros cet été. À une époque, on se demandait quel était le plus gros crack de Monaco entre Ben Seguir et Kliouche. Et aujourd'hui, tu te dis que les deux sont finalement claqués au sol. Alors évidemment, je plaisante, il faut pas avoir des conclusions définitives sur ces deux joueurs. Selon moi, ils ont
toujours un talent qui ne prête à aucune contestation, mais il faut avouer qu'ils sont dans le dur. On a eu un match de Monaco face à Nice et Akliouche n'a une nouvelle fois pas brillé alors que c'est un joueur qu'on attend au cours de ces rencontres. Et il y a une comparaison qui fait mal, c'est pas entre Akliouche et un autre joueur, c'est entre Akliouche 2025-2026 et Akliouche 2024-2025. Regardez-moi ces statistiques qui viennent du site Datascout. Alors il est à peu près moins bon dans tous les compartiments du jeu, légèrement supérieur en but, mais bon, c'est en Ligue 1, hein. Il en a mis 4 en 20 matchs, c'est pas fou, et surtout en tout, il en a mis 4 en 30, donc c'est vraiment pas ce que tu attends du joueur. Alors certains me diraient, ouais, mais Monaco, ils étaient 3e la saison passée, cette année, ils sont 10e dans le ventre mou, c'est plus compliqué pour lui, mais j'ai deux grands contre-arguments. Le premier, assez anecdotique, mais que je tiens quand même à dire, c'est que quand Kerrer te coûte 3 points, parce qu'il fait une bourde défensive, ça va pas rendre le match d'Akliouche fondamentalement plus mauvais, et surtout le deuxième point, c'est qu'Akliouche il a désormais 23 ans, c'est un des plus gros talents de l'AS Monaco, il est installé en tant que titulaire dans ce club, il est en équipe de France. Il n'est pas censé être le mec qui varie selon la forme de son équipe, il est censé être le mec qui porte la forme de son équipe. Quand Monaco est mauvais et que Akliouche est mauvais, ce qu'il faut se dire, c'est pas « Oh, le pauvre petit Akliouche, il est mauvais parce que son club l'est ». Non, non, Akliouche, c'est un joueur de talent, je le respecte énormément, mais ce respect et ce talent, ça amène des exigences, et normalement, Akliouche, c'est le mec qui devrait permettre à Monaco d'aller mieux. Alors, je suis curieux de voir de quoi sera fait son avenir, il a une fin de contrat en 2028, Monaco va peut-être chercher à récolter du cash au cours du mercato estival, vu qu'ils vont louper la Ligue des Champions et tous les revenus liés, mais en tout cas, une chose est sûre, s'ils veulent vendre Akliouche, faudra pas attendre 70 millions d'euros parce que déjà que tu n'avais aucun acheteur l'été dernier à ce montant-là, t'en auras encore moins au cours de cet été. Et je me demande même si rester une saison de plus pour le français, ce serait pas malin parce que sinon partir après une saison très mitigée, c'est rarement une idée en or pour se relancer. Terminé pour le journal du jour. Hier, je vous ai donné le sujet. Aujourd'hui, je ne vous le donne pas. En fait, c'est pas du tout volontaire, hein, le 1 jour sur 2. Mais le hasard fait que, généralement, ça fonctionne plutôt comme ça par rapport au sujet que j'ai tranché ou pas. Donc, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h. Kiffez bien votre journée. Salut!